visite de terrain du ministre de l'Élevage et de la Pêche et celle en charge de l'environnement. La dite visite s'inscrit dans le cadre du projet de restauration des terres dégradées. À suivre dans ce journal. Et puis, autre titre de l'actualité, on s'intéresse au sujet de la rédaction qui met un zoom sur les femmes piliers du développement au Mali. Voici entre autres pour les principaux titres de votre journal dominical. Bonsoir. Dimanche 19 avril 2026, très heureux de vous retrouver en direct sur Chelefla Télévision pour cette présentation dominicale. Je vous l'annonçais dans le sommaire, le centre agro-piscicole Espoir Jeune du Mali, Capej Mali, situé à Doneguebougou dans la commune rurale de Safou, a reçu la visite de deux membres du gouvernement. Il s'agit notamment de l'élevage de la pêche, Dr Youbaba, et sa collègue de l'environnement, de l'assainissement, du développement durable, Madame Doumbia Mariam Tangara. Objectif, poursuivre la dynamique enclenchée par les plus hautes autorités pour le suivi et la mise en œuvre du projet de restauration des terres dégradées. C'était ce 16 avril 2026 en présence du directeur général du centre, Monsieur Cheikh Oumar Diaouré, Maïga et plusieurs autres personnalités venues de divers horizons. On fait le point avec Amadou Kamara. Cette visite ministérielle au centre agro-piscicole Espoir Jeune du Mali, Capej Mali, par les ministres de l'élevage et de la pêche et de sa collègue de l'environnement et du développement durable a pour objet l'inauguration d'une banque de génitaires de poissons et d'une écloserie à Doneguebougou dans la commune rurale de Safo qui entre dans le cadre de la réalisation du projet PRTD. Nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour la visite de terrain. Ce projet a la sous-composante 2.2 qui va dans le sens de l'amélioration de la résilience des moyens de subsistance locaux. Donc, qui rentre dans le cadre de la vision de nos plus hautes autorités, notamment le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui dit que tous les peuples maliens doivent avoir un meilleur cadre de vie et aussi l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc nous avons commencé par la banque des géniteurs. Donc nous avons vu que vraiment il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Donc il y a suffisamment de géniteurs qui peuvent vraiment nous aider à augmenter la production en poisson. Et aussi nous sommes venus ici à la poissonnerie, visiter aussi. On a trouvé qu'il y a suffisamment de poissons ici. Pour le ministre de l'élevage et de la pêche, ce projet ambitionne de faire du Mali un pays à fort potentiel de production de poissons. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet des terres dégradées, nous a alloué 7 milliards pour 7 ans. Et donc ça a commencé en 2025 et nous sommes en train de regarder la mise en œuvre. Aujourd'hui, nous sommes venus pour voir d'un côté une entreprise qui fait des géniteurs et qui est en train de vraiment d'évoluer dans ce sens. C'est ce qui nous manque, entre autres, les géniteurs performants pour permettre d'avoir du poisson de qualité à des coûts maîtrisés à travers toute la République. Le projet Capej a pour objectif de renforcer l'émancipation des acteurs de jeunesse et des jeunes en leur dotant de compétences leur permettant d'agir pour concevoir de nouvelles pratiques de jeunesse, tout en tenant compte des principes de participation. Je suis très honoré de recevoir deux ministres au centre agro-piscicole Espoir Jeune du Mali, Capej à Doneguebougou. Dans le cadre du projet de restauration des terres dégradées, moi j'ai bénéficié du financement pour l'installation d'une banque de géniteurs qui permet de produire des géniteurs performants pour les différentes écloseries du Mali. Parce que vous le savez, pour faire du grossissement ou faire de la pisciculture, il faut avoir des géniteurs performants. Donc nous allons travailler sur les génétiques afin que les différentes écloseries puissent avoir des géniteurs pour pouvoir produire des alevins performants pour les producteurs du Mali. La capacité tourne autour de 200 à 300 000 géniteurs par an.
Et aujourd'hui, je peux dire que cette capacité est totalement maîtrisée. À noter que le projet de restauration des terres dégradables financé par la Banque mondiale au compte du Centre agro-piscicole Espoir Jeune du Mali, doté d'un investissement de 75 millions de francs CFA, ambitionne de produire 200 000 géniteurs par semestre à partir de 2027. Ces projets, soutenus par le gouvernement de la République du Mali, ont permis la mise en place de plusieurs infrastructures et de création d'emplois pour des milliers de jeunes. Au cours de cette visite, les deux ministres ont salué l'impact du projet PRTD sur les conditions de vie des populations et son rôle de renforcement de la sécurité alimentaire au Mali. Direction la cité verte du Kénédougou, justement, où nous allons vous présenter cet élément qui parle donc de l'association, donc de la coordination des associations du cercle de Kignan, en abrégé CACK. Donc l'objectif est d'apporter sa pierre à la construction et à la promotion du développement socio-économique du cercle de Kignan. La cérémonie de lancement a enregistré la présence de plusieurs ressortissants de Kignan, dont le gouverneur de la région de Koulikoro, nommé parrain de l'événement, le colonel Lamine Kapori Sanogo. Nous faisons le point avec nos reporters. Cet événement qui marque le lancement des activités de la coordination des associations du cercle de Kignan a été un véritable espace de retrouvailles entre les fils et les filles du terroir. La cérémonie a débuté par les mots de bienvenue du maire de Kignan, lequel a salué les siens pour leur initiative qui vise à promouvoir le cercle de Kignan. L'association est à saluer parce que les jeunes cadres vont se réunir pour le développement d'une cercle. Vous voyez un bureau de plus de 37 personnes qui n'est pas de même localité, même village, qui se retrouvent dans les diverses du Mali. D'autres sont à Ségou, à Mopti, Bamako, partout au Mali, qui se réunissent pour une but bien déterminée. Vraiment, c'est les à saluer. Bon, pour ce qui est le parrain aussi, vraiment le parrain est natif de la localité, dans la commune de Doumanaba, vraiment qui a laissé tous ses travaux pour venir nous accompagner. Vraiment, il est soit à remercier quoi. Le président de la coordination des associations du cercle du Kignan, Dr Bakari Sanogo, a chaleureusement remercié les participants pour leur présence, singulièrement le parrain. Remerciements également aux membres du bureau de la coordination. Occasion pour lui de mettre en lumière l'idée et les objectifs de l'association qui ont pour but de valoriser et de promouvoir le développement socio-culturel et économique du cercle de Kignan. L'objectif de la création de cette association, c'est le développement, c'est la mobilisation générale des ressortissants pour faire face au développement de notre cercle. Depuis sa création, les retombées sont là. L'une des retombées majeures, c'est la mobilisation générale. Aujourd'hui, tout le monde parle du cercle de Kignan. Ça, c'est déjà bon. Or, bien avant la création de cette association, tout le monde travaillait en rang dispersé. Et aujourd'hui, on peut clairement dire qu'il y a l'union sacrée face au développement du cercle de Kignan. Je tiens à remercier très sincèrement le parrain qui est aujourd'hui le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo. Il nous a soutenus jusqu'à aujourd'hui. Et j'en suis sûr et certain qu'il va nous soutenir jusqu'à ce qu'on puisse atteindre nos objectifs fixés. La salle Djeliba Sissoko du Palais de la Culture était pleine à craquer lors du lancement officiel des activités de la coordination des associations du cercle de Kignan. Compte tenu de son importance, le colonel Lamine Kapori Sanogo, nommé gouverneur de la région de Koulikoro, également natif du cercle de Kignan, a effectué le déplacement pour présider cette cérémonie de lancement. Ce fut un plaisir pour lui de remercier ses frères et sœurs qui ont lancé cette association dont l'objectif n'est autre que de promouvoir le développement socio-économique et culturel du cercle de Kignan. Dans son intervention, il est revenu sur les quotas des femmes minoritairement représentées dans l'association. Il a demandé aux membres de l'association de réajuster le quota des femmes. Outre cette remarque, le gouverneur de la région de Koulikoro est revenu sur les potentialités économiques du cercle de Kignan, qui repose entre autres sur la richesse de l'eau, de l'or,
entre autres. C'est une association qui tient à promouvoir la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. C'est très important. Dans mon intervention, j'ai eu à leur prodiguer des conseils. D'abord, quand j'ai vu les membres de l'association, on a vu qu'il y a 37 membres et il n'y a que 2 ou 3 femmes. Donc, je leur ai dit de revoir cet aspect. C'est très important. On ne peut rien faire de grand aujourd'hui sans les femmes. Également, nous les avons invités à travailler localement, puisque Kigna est une localité qui est d'abord gâtée par la nature. Nous avons les 3 types d'eau qui existent chez nous. Nous avons les eaux de pluie, nous avons les eaux de ruissellement, nous avons les eaux de surface, j'allais dire, et nous avons les eaux souterraines. Alors qui permettent également aux populations de produire mieux et de façon suffisante. Donc l'État a presque tout fait pour le cercle de Kigna. Donc il appartient aujourd'hui à la population de Kigna de se battre pour aider l'État. C'est très important. Et aussi j'ai invité en tout cas l'association et les participants à aider les forces armées maliennes, qui veillent au grain, qui font en sorte que nous vivons sans problème, qui donnent leur vie pour que nous existons. Donc il est important qu'ils contribuent à aider les forces armées maliennes, c'est très important. Et la vision également politique du chef de l'État, son excellence général d'armée Assimi Goïta, doit être une boussole pour l'association. Voilà. Donc tout ce qu'elle entreprend doit être dans la vision de son excellence général d'armée Assimi Goïta. Lui, sa vision, c'est quoi? C'est le développement du Mali. C'est la paix au Mali. C'est le vivre ensemble au Mali. C'est notre dignité qui est retournée. C'est notre honneur qui est sauvegardé à travers lui. Donc, on doit tout faire pour que ceci soit dans notre démarche au quotidien. Ce jour restera mémorable pour les ressortissants du cercle de Kigna à Bamako. Pour la première fois, le palais de la culture de Bamako a été pris d'assaut par les 9 communes du cercle de Kigna. La journée a été agrémentée par la prestation scénique des artistes locaux du cercle de Kigna sous les regards médisés du public charmant. Voilà donc une bouffée d'oxygène pour les ressortissants de Kigna qui voient l'éclosion d'une association, en tout cas qui œuvre pour le développement économique et culturel de leur localité. Nous vous en parlions dans les titres. La rédaction fait zoom sur la participation des femmes au développement du pays. Donc au Mali, vous le savez, elles sont agricultrices, commerçantes, artisanes, enseignantes ou encore leaders communautaires. Souvent dans l'ombre, les femmes jouent pourtant un rôle central dans le développement économique et social du pays. Qui sont-elles? Quels défis rencontrent-elles? Et comment façonnent-elles le Mali de demain? La rédaction s'est intéressée à ce dossier réalisé par Allah Hamidou Badini et nous vous connaissons suivant. Du lever du soleil jusqu'à la tombée de la nuit, elles sont partout. Dans les marchés de Bamako, comme dans les villages les plus reculés, les femmes maliennes font vivre l'économie et s'investissent par ricochet dans le développement du pays. Pour jouer pleinement leur partition dans la construction de l'édifice national, les femmes s'organisent. Associations, coopératives, des initiatives qui renforcent leur autonomie, car dit-on, l'union fait la force. Nous avons beaucoup d'activités d'apprentissage et d'orientation professionnelle, comme les écoles de couture. Le boulot que je porte, ça a été tissé au centre. Vous avez déjà été là-bas, il y a des ateliers de tissage et de couture, l'école de couture. Mais l'autre aussi, c'est un espace agroalimentaire. Il y a ça, la transformation, etc. Il y a un autre espace de production de produits, des agneaux, des produits maraîchers, etc. Dans le secteur agricole et la transformation agroalimentaire, elle représente une grande partie de la main-d'œuvre. Culture, transformation, vente, elles interviennent à chaque étape de la chaîne.
la mise en place des parcelles, l'introduction de nouvelles technologies comme les semences améliorées, la fertilisation des sols, depuis le semis jusqu'à la récolte, jusqu'à la conservation et aussi la commercialisation. Ça, c'est dans le cadre de la production. Dans le cadre de la transformation aussi, il y a la formation technique dans le cadre de la transformation. On transforme d'abord le soja en beaucoup de produits, en plus de une dizaine de produits de soja. On a même mis en place une unité de transformation du soja AC. On fait aussi la transformation du flambeau, du sésame et beaucoup d'autres activités. Beaucoup d'autres ont su s'imposer dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la formation professionnelle. Elles s'activent à leur tour à former des milliers de femmes et de jeunes filles à l'auto-emploi. Le centre Marie-Dianyali, c'est une grande école internationale de mode qui forme les jeunes filles et garçons dans plusieurs domaines, tels que la couture, la coiffure esthétique, le maquillage et le tatouage. Le centre Marie-Dianyali des création à nos jours a formé plus de 2000 femmes, 2000 jeunes filles et garçons qui sont autonomes actuellement. Et chaque année, on reçoit de différentes nationalités, telles que les Centrafricains, les Camerounais, les Ivoiriens, parce qu'ici au Mali, les gens ne connaissent pas la valeur de la mode. Mais chez eux, quand tu n'as pas le bac, tu ne peux pas aller dans les écoles de mode. Alors que contrairement au Mali, les gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ou bien les filles qui n'ont pas pu continuer les études, et ils viennent dans les centres de formation. Malgré leurs efforts multiformes, les bâtisseuses font face à d'énormes difficultés entre manque de financement, barrières sociales pour ne citer que cela. Les défis sont énormes. Aujourd'hui, les femmes ne se contentent pas d'exécuter. Elles interviennent également dans la gouvernance du pays et font entendre leur voix dans les hautes sphères de prise de décision sur les destinées du Mali. C'est tout d'abord un sentiment de fierté et surtout de reconnaissance envers les autorités qui ont bien voulu et adopter une loi qu'on a vraiment appelée loi 050 qui est sur le chat. Donc cette loi a permis aujourd'hui que les femmes soient représentées dans les institutions au niveau des services publics, même dans le secteur privé. Donc c'est un honneur pour nous et c'est une avancée majeure. Dans notre société, c'était rare de voir les femmes, surtout dans l'hémicycle. Les femmes étaient plus représentées. Donc c'est grâce à cette loi que les femmes ont eu leur place dans l'hémicycle des institutions. Dans la formation au niveau de la gouvernance locale, nous avons formé plus de 1000 femmes de 2023 maintenant avec différents partenaires en gouvernance locale. Et comme nous avons été créés en 2021, de 2022 aussi à nos jours, à travers le ministère de l'entrepreneuriat, on a mis plus de 800 femmes dans leur propre compte. On a formé plus de 700 femmes dans les petits métiers rentables sur le marché. Vision Femme Mali a posé beaucoup d'actes. Nous étions récemment au mois de décembre dernier à Sibi sur un projet d'autonomisation de la femme à travers la préservation de l'environnement. Donc ce projet a été très grand à Sibi. Nous avons sélectionné 120 femmes vendeuses de bois et de bois de chauffe. Nous les avons formées en agroalimentaire et on les a empêchées de toucher au bois. Les femmes et jeunes filles victimes de handicap ne sont pas en marge de la marche vers l'indépendance financière. Les actions qu'on a menées récemment, ça c'était un projet de formation sur la saponification. Nous avons formé 50 femmes détentrices de droits à Dialakorodji avec la mise en place d'un atelier et puis en même temps on leur a acheté un tricycle pour la vente de ces produits-là. Et ces femmes aujourd'hui vraiment arrivent à subvenir à leurs besoins. Franchement,
avec l'appui de Oxfam. Au-delà de l'économie, elles sont aussi des actrices clés dans la cohésion sociale et la paix, notamment dans les zones fragilisées, quand on sait que le Mali traverse des moments difficiles de son histoire. Je dirais qu'au niveau de la cohésion sociale à Saint ici, je dirais qu'elle est satisfaisante. Quand nous partons même au niveau de nos familles, quand tu as un événement chez toi, que tu sois de la ville ou que tu sois n'importe où que tu viennes du Mali, quand tu as un événement chez toi, tu dirais que toi-même tu ne sais pas comment tu as pu regrouper toutes ces femmes-là. Les femmes sortent massivement pour venir assister à ton activité, que ce soit un décès, un baptême, un mariage, ça se fait vraiment, on ne sait même pas qu'il y a des mésententes entre les femmes ici. Les femmes du Maliba avancent désormais, innovent et inspirent. Actrices essentielles, mais parfois invisibles, les femmes maliennes portent une grande partie du développement du pays et contribuent au quotidien au bonheur des ménages. Leur donner plus de moyens, c'est investir tout simplement dans l'avenir du Mali. Voilà, donc vous l'aurez déjà compris, soucieuse de l'information dans la proximité, la rédaction de Chérif La Télévision vous propose chaque semaine un élément de société pour vous permettre d'être au diapason de l'actualité. Nous poursuivons toujours le cours de cette édition dans le cadre de sa tournée nationale de sensibilisation en faveur de l'islam, religion de paix et de cohésion sociale en terre ivoirienne. La ville de Batou, située au centre-ouest du pays, a accueilli le fils du guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ahmed Tidiane Aïdara, pour une soirée donc de prêche. C'était ce lundi 18 avril 2026 dans la fédération du Moronou. Voyons tout cela avec notre correspondant sur place, Yakardia Dambélé. La voix vous est signée, Fatoumata Yakani. Poursuivant sa tournée de sensibilisation pour un islam de paix, Seyd Chérif Ahmed Tidiane Aïdara, présent dans la fédération du Moronou, a animé une soirée de prêche en Batou, chef-lieu du département, qui a mobilisé une foule nombreuse composée de militants et sympathisants Ansar. Devant les fidèles, les notabilités et les jeunes venus des villages environnants, le prince héritier de la famille chérifienne a axé son message sur la tolérance, la fraternité et la responsabilité de chaque citoyen dans la prévention de la paix. Il a rappelé que l'islam est une religion de miséricorde et que le dialogue doit primer sur la division, invitant la jeunesse au respect des valeurs religieuses et au rejet de l'extrémisme. Les responsables de la fédération de Moronou ont salué l'engagement de Seyd Chérif Ahmed Tidiane Aïdara pour la promotion d'un islam qui prône la paix avant d'exprimer leurs sentiments de joie. Au cours de la soirée de prêche, un cours religionnaire de Seyd Chérif Ahmed Tidiane Aïdara a précédé du prince héritier de la famille chérifienne les 6 sermons d'allégeance à l'islam, Imam Ali Sangaré, car c'est de lui à juger opportun d'emprunter la voie du salut divin. Vraiment, c'est un sentiment de joie. Disons que le thème est bienvenu. Ça fait partie des actualités à 100%. Pour ceux qui connaissent un peu l'actualité aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dans les médias et autres, le thème est bienvenu. Parce qu'aujourd'hui, la compréhension des gens sur l'islam est complètement différente. Voilà, je n'accuse personne. Certains de nos guides religieux vraiment ont des discours vraiment très très difficiles à comprendre. C'est avec ces messages que le guide de cette association a commencé à prêcher le bon comportement, le savoir-faire, l'amour, l'entraide, c'est l'ensemble. Donc je demande à tous les Ansar de Côte d'Ivoire, du monde entier, à se focaliser toujours sur ces bons comportements, sur l'amour du prochain. C'est un plaisir pour moi qui m'a désigné comme le parrain de cette cérémonie le 18 avril
2026. Et c'est pour cela le chef calife général Youssou Traoré est quitté spécialement à Abidjan pour venir m'accompagner à cette cérémonie. Et l'imam Sangaré spécialement quitté à Daougou pour venir soutenir son frère Imam Diallo. Vraiment, c'est une joie immense pour nous. Qu'on demande au Seigneur que notre guide va faire la prière pour nous, que la paix va rester en paix. Et ça montre que la communauté musulmane de Mbato et son environnement et sa région, qu'il aime les shérifs, À chaque fois qu'il y a un shérif qui vient, on sort pour un but pour venir nous saluer, pour qu'il fasse une bénédiction pour nous. Alors à ce titre, je vous reçois ce matin et ce soir avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Parce que vous l'avez dit, vous arrivez en bateau, la clé de la porte d'un bateau, c'est chez le préfet. Vous êtes passé chez le préfet, vous lui présentez les civilités. Ça veut simplement dire que vous inscrivez dans la légalité, vous inscrivez dans ce qui doit être en principe fait lorsqu'on va quelque part, quelles que soient les relations que nous avons, surtout quand c'est une personnalité très importante comme celle qui est en face de moi. La meilleure façon d'entrer avec elle en ville, c'est de passer se présenter au préfet. Donc à ce titre, je pose votre démarche et je vous en félicite. Vous avez bien fait et je crois que nous sommes dans la voie de Dieu. Dieu vous le rendra au centuple. Je prends la parole ce soir en ce lieu béni au nom de M. Kanga Antoine, député maire de Mbato, pour souhaiter la bienvenue à la délégation. Il se réjouit que le nom de Mbato soit inscrit dans la vingtaine de villes choisies au programme pour la tournée dans Sardine, Côte d'Ivoire, avec tous ces distingués guides religieux nationaux et internationaux. C'est une grande joie pour Mbato. La prestation des 6 serments d'allégeance et la séance de bénédiction collective ont mis fin à cette soirée de prêche en Mbato. Et c'est par la Côte d'Ivoire que nous vous proposons l'essentiel de l'actualité internationale. C'est en plus bref et en image, commenté par Moussa Fomba. L'Iran ne prendra de décision concernant l'envoi d'une délégation au Pakistan pour poursuivre le dialogue avec les États-Unis qu'après la levée du blocus naval par Washington, a rapporté l'agence de presse Tasnim citant des sources. Selon l'agence, les contacts entre l'Iran et les États-Unis se sont poursuivis ces derniers jours par l'intermédiaire de médiateurs pakistanais. Les deux parties ont continué à aborder les sujets qui avaient été au cœur des discussions en face à face à Islamabad. Les médias américains ont annoncé que les États-Unis et l'Iran pourraient reprendre les pourparlers directs au Pakistan en début de semaine prochaine. Plus tard, le président Donald Trump a déclaré à ABC News que le vice-président J.D. Vance ne dirigerait pas la délégation américaine, contrairement à la précédente session de négociation, pour des raisons de sécurité. Le ministère iranien des Affaires étrangères de son côté a déclaré que les appels de l'Union européenne au respect du droit international, notamment les exigences visant à garantir le libre passage des navires dans le détroit d'Ormuz, sont le comble de l'hypocrisie. Oh, est-ce cette même loi internationale que l'Union européenne dépoussière lorsqu'il est nécessaire de donner des leçons aux autres, approuvant en parallèle la guerre agressive des États-Unis et d'Israël contre l'Iran et détournant le regard des atrocités commises contre les Iraniens, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Ismaël Bagaïe sur X. L'Iran a fermé le détroit d'Ormuz à partir de samedi soir et ce jusqu'à la levée totale du blocus naval américain, a déclaré la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, une unité d'élite des forces armées iraniennes, dans un communiqué, en raison de la violation de l'accord de cessez-le-feu, puisque l'ennemi représenté par les États-Unis n'a pas levé le blocus naval des navires et des ports iraniens. Le détroit d'Ormuz sera fermé à compter de samedi et jusqu'à la levée du blocus, indique le communiqué. Le corps des gardiens de la révolution islamique a appelé les armateurs à se conformer exclusivement aux recommandations de la partie iranienne et a qualifié de non crédibles les déclarations du président américain Donald Trump sur la situation dans le détroit d'Ormuz. L'Iran pourrait suspendre sa production pétrolière quotidienne de 15 millions de barils dans la région pendant un an, selon un avertissement de Mohamed Reza Nardi, conseiller du commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique.
Téhéran considère les tentatives américaines de déminage des eaux iraniennes comme une violation du cessez-le-feu, a déclaré de son côté Mohamed Bagher Ghalibaf, président de l'Assemblée nationale iranienne. Nous nous sommes fermement opposés à la tentative américaine de déminer nos eaux territoriales et considérons cela comme une violation du cessez-le-feu, a-t-il déclaré. Lors des pourparlers à Islamabad, il a menacé la délégation américaine d'une frappe contre un dragueur de mines américain si celui-ci bougeait, même légèrement, a précisé le responsable. Le président américain Donald Trump a fait une faible tentative pour détourner l'attention du public de l'affaire du financier pédophile condamné Jeffrey Epstein en instrumentalisant la guerre en Iran, a déclaré l'ancienne vice-présidente des États-Unis et ancienne candidate démocrate à la présidence Kamala Harris. Il s'agit de sa faible tentative de détourner l'attention des dossiers Epstein. A déclaré la politicienne lors d'un événement organisé par le Parti démocrate à Détroit, dans le Michigan et par C.H. Payne. Selon la politicienne, les États-Unis ont été entraînés dans le conflit par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. En réalité, le peuple américain ne souhaite pas y participer, estime-t-elle. Durant les hostilités, a poursuivi Kamala Harris, le personnel militaire américain a été mis en danger et de ce fait, le prix du carburant a augmenté. La politicienne a également accusé le président d'être le premier dirigeant américain à abandonner la responsabilité des États-Unis en matière de protection des alliances dans le monde et a préféré ne pas respecter les règles et normes internationales telles que la souveraineté et l'intégrité territoriale. De ce fait, selon Harris, les États-Unis sont devenus un partenaire peu fiable aux yeux de leurs alliés. Globalement, les États-Unis possèdent actuellement l'administration présidentielle la plus corrompue, insensible et incompétente du pays, a déclaré l'ancienne candidate à la présidence. De passage en Espagne, après quelques jours en France, Maria Corina Machado a assuré ce samedi qu'elle ne regrettait pas d'avoir donné son prix Nobel de la paix à Donald Trump. La dirigeante de l'opposition vénézuélienne a encore remercié le président américain de l'exfiltration de Nicolás Maduro. Même en pleine guerre au Moyen-Orient, Maria Corina Machado estime que Donald Trump est en faveur de la paix. La dirigeante de l'opposition vénézuélienne a assumé devant des médias espagnols sa décision d'offrir son prix Nobel de la paix à Donald Trump. Il y a un leader dans le monde, un chef d'État dans le monde, un seul qui a mis en danger la vie de citoyens de son pays pour libérer le Venezuela, et c'est Trump, a répondu Maria Corina Machado quand on lui a demandé si elle n'était pas dessus par les actions des États-Unis. C'est quelque chose dont nous, les Vénézuéliens, nous rappellerons toujours. Par conséquent, non, je ne le regrette pas. L'activiste avait reçu le prix Nobel de la paix pour son action en Amérique latine et son opposition au chavisme. Plusieurs observateurs avaient critiqué ce choix, pointant des valeurs ultralibérales et un positionnement parfois flou quant au régime autoritaire des autres pays du continent. Traquée par le régime de Nicolás Maduro, elle a également assuré qu'elle traitait avec Washington pour revenir au pays. Une visite est déjà prévue le 24 avril prochain, à son retour d'Espagne, où elle a rencontré les chefs de file de droite et d'extrême droite, mais pas Pedro Sánchez, le premier ministre socialiste. Page sport dans cette édition, clap de fin du Tour international du Mali, édition 2026 avec à la clé 5 étapes riches en intensité, en stratégie et en performance remarquable. Au terme de cette compétition passionnante, le coureur malien Thiamoko Diamoutene s'est imposé comme le grand vainqueur en remportant donc le prestigieux maillot jaune. La cérémonie de remise des trophées s'est déroulée au pied du boulevard de l'Indépendance en présence de plusieurs cadres du sport malien le samedi 18 avril 2026. Retour sur les temps forts de cette compétition avec nos reporters Yacouba Gouita et Sérugnaré. S'est disputé sur l'axe Bamako-Kloukoro. Un seul point chaud figurait au programme et il a été remporté par Ilboudou Mohamed. À l'arrivée, le scénario reste inchangé. L'intraitable Thiamoko Diamoutene conserve la tête du classement général. Il termine devant Fidel Cissé et Moussa Togola. La cinquième et ultime étape s'est déroulée sur un circuit fermé de 100 km dans la capitale malienne. Une dernière bataille intense a opposé les meilleurs coureurs avant le verdict final. Au classement général final, Dora Djira remporte l'étape tandis que Thiamoko Diamoutene devient officiellement le propriétaire du maillot jaune du Tour international du Mali 2026.
grâce à sa performance et sa maîtrise tactique. Et techniquement, le temps du peloton revient à Tchemoro du droit parce qu'il faisait partie du peloton et ce qui fait que Tchemoro est arrivé dans le même temps que le peloton. Donc vous avez assisté, ceux qui étaient juste à côté de Tchemoro malheureusement n'ont pas eu la chance d'être sur le podium. Et s'ils étaient parvenus à être sur le podium, ils allaient bénéficier des bonus. Malheureusement, les poursuivants de Tchemoro n'étaient pas sur le podium. Donc ce qui a fait que la position de Tchemoro a été renforcée. Et Tchemoro est rentré dans le même temps que le peloton. Et vous avez vu, c'était une arrivée groupée. Et l'arrivée était vraiment groupée. Tout le monde a assisté à cela. Donc nous disons merci à l'équipe malienne, aux 3 équipes maliennes qui ont vraiment fait un travail d'équipe, qui ont assuré à ce que le Mali garde le maillot jaune. Effectivement, notre satisfaction elle est totale à plusieurs égards. Parce qu'un tour, l'objectif derrière un tour, c'est d'abord de montrer les merveilles du pays au reste du monde. Les merveilles du pays, c'est pour dire au monde entier, le Mali est loin d'être un pays verrouillé. On est très loin d'être un pays verrouillé et on peut se promener de région en région. On vient de le prouver avec ce grand tour cycliste international. Parcourir plusieurs centaines de kilomètres en 5 jours avec des cyclistes, c'est vraiment quelque chose qui honore le Mali. Et je ne saurais terminer sans remercier son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui accompagne la jeunesse de façon même naturelle. Donc nous voulons aussi remercier tous nos partenaires qui ont bien voulu nous accompagner pour cette activité cycliste. Satisfaction totale, vraiment. D'abord remercier le président de la transition pour tout l'amour qu'il a pour le sport, le Premier ministre, les membres du gouvernement qui sont ici, montrent aujourd'hui tout l'engagement de tous les membres du gouvernement dans le cadre du sport, pour l'épanouissement des jeunes, pour le développement des disciplines et surtout féliciter la Fédération malienne de cyclisme. Remercier aussi tous les pays qui sont venus, parce que le Tour du Mali a rassemblé plusieurs pays, y compris les pays de l'AIS. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Tour du Mali, c'est un tour international, c'est un tour qui attire. Le Mali est une destination de sport et vraiment aujourd'hui, c'est ce qui est magnifié aujourd'hui. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nos cyclistes et les autres sont allés, ils ont roulé partout dans les régions, ils ont fait des tracés. La sécurité a énormément joué aujourd'hui dans la qualité et la réussite de cet événement. Et c'est de montrer aujourd'hui, lorsqu'on dit que les femmes montent en puissance, ils sont en puissance. Et cela montre vraiment le travail qui est en train d'être fait, les événements que nous organisons, la sécurité qui est là. Vraiment, c'est de continuer à les soutenir. La cérémonie de la 12e édition du Tour international du Mali s'est conclue par la remise des trophées, commençant par le prix spécial de l'AS, meilleur jeune de la compétition, l'échappée de la plus longue échappée de l'étape, le meilleure équipe du Tour et le prix du vainqueur à Tchemoro Djamtene, qui reçoit les applaudissements d'un public malien, fier de voir l'un des siens triompher à domicile. Voilà donc la 12e édition du Tour international du Mali referme ses portes avec la participation de 6 pays de la sous-région. Félicitations donc aux équipes maliennes qui se sont illustrées. Point final à cette tranche d'actualité dominicale. Nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner. Ne partez pas. D'un moment à l'autre, vous avez rendez-vous avec Moussa Fomba pour la version en langue vernaculaire. Très bonne suite de programme en compagnie des programmes de Chérif la Télévision et très bon début de semaine.